Bonjour, bienvenue dans notre émission Littérature en Corrèze. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paloma León pour son premier roman aux éditions des Monédières, Un tango pour la vie. Bonjour Paloma León. Bonjour Pascal. Donc nous sommes très heureux de vous recevoir. Paloma, vous êtes donc traductrice, oui, poétesse, oui, et vous avez dans ce livre souhaité rendre hommage à votre famille, à vos parents qui sont des républicains espagnols qui ont fui le régime franquiste, oui, et qui sont arrivés en France. Quelle a été la genèse de ce livre et quel a été le déclic de ce souhait de leur rendre hommage? Alors la genèse a été très longue, parce qu'en général un livre, ça se prépare longtemps en soi en fait, et donc j'avais cette idée d'écrire leur histoire, mais il me fallait du temps et puis il me fallait peut-être des circonstances. Et le déclic, comme vous disiez, eh bien, ça a été la lecture du Crayon du Charpentier de Manuel Rivas, qui pour moi a été vraiment la source dans laquelle j'ai puisé l'énergie et l'envie d'écrire l'histoire de mes parents. Tout à fait. Manuel Rivas, qu'il faut le dire, vous a fait un cadeau, oui, une très belle préface, ainsi que Paul Estrade, qui est un universitaire, oui, historien, spécialiste des camps d'internement où étaient les réfugiés espagnols. Oui. Lorsque vous avez reçu votre préface de Manuel Rivas, je suppose que ça a été un grand moment d'émotion pour vous. Oui, parce que c'est vrai que c'est une merveilleuse préface, pleine de poésie et vraiment et de compréhension de ce que j'ai écrit. Donc ça a été, oui, un moment de très très fort d'émotion. Oui. Oui, et donc c'est l'histoire de vos parents, de Manuel et de Prudencia. Et votre père a eu vraiment un parcours exceptionnel, donc il a fallu qu'il ait beaucoup de courage puisqu'il a été interné au camp de Septefond, qu'il a participé à la construction du mur de l'Atlantique, qu'il a été aussi à Saint-Antoine-les-Plantades. Donc comment cet homme, dont le parcours a été finalement très dur, a quand même réussi, quand il est arrivé en France, à intégrer le FTP-MOI et à participer à la journée terrible où Tulle a vécu la journée la plus cruelle, oui, donc des pendus de Tulle. Pouvez-vous nous dire quel est ce parcours de votre papa? C'est compliqué, c'est très long, mais c'est vrai que vous dites exceptionnel. Je pense que exceptionnel, oui, mais en même temps, je crois que ça a été par tous, universel. Voilà, ça a été vécu par tous les Espagnols qui ont passé, enfin je crois, ça a été vraiment pour tous un moment très très difficile et très cruel. Et en même temps, je me dis que c'était des gens qui avaient une force et une énergie extraordinaire, parce que bon, moi c'est la leçon que je tire de la vie de mes parents, cette dynamique, cette joie de vivre, mais je l'ai retrouvée aussi dans beaucoup de gens qui ont vécu cette période et des moments très cruels et difficiles, donc, et qui transmettent leur histoire, et ils la transmettent avec beaucoup de joie et d'énergie et de foi en l'être humain et en l'avenir. Oui, en fait, ce sont des gens que la guerre a endurci peut-être, mais aussi ils ont été très résistants. Et votre maman, Prudencia, justement, est une femme qui a été militante, elle aussi, oui, oui, qui a vu la naissance de cette République en, oui, Espagne, qui a fréquenté les écoles de la République et qui se réjouissait justement de pouvoir accéder au savoir. Oui. Et elle dit à un moment: nous souhaitions la culture et ils nous ont envoyé les bombes. Oui. En quoi cet accès au savoir était-il pour elle effectivement extraordinaire? Eh bien parce que, en fait, comme vous devez le savoir, l'Espagne était un pays qui était quand même tenu sous l'aristocratie et sous le clergé, et donc il y avait un grand nombre d'analphabètes. Alors moi, je n'ai pas le souvenir des chiffres, mais bon, il y avait vraiment un très fort pourcentage d'illettrés en Espagne. Et donc, avec la République, c'est vrai que tous ces enfants qui étaient issus de milieux relativement modestes et qui étaient entourés de personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, en particulier les femmes,
hein, c'était surtout les femmes, eh bien, ces enfants, quand on leur a ouvert des écoles, on leur a construit des écoles avec des choses qu'on a aujourd'hui, comme la médiathèque ici à Tulle, eh bien, maman me racontait que dans son collège, il y avait des bibliothèques, plusieurs bibliothèques selon le niveau des enfants, et donc pour elle, c'était extraordinaire, et c'était aussi la perspective d'un avenir autre que celui de leurs parents et de leurs grands-parents, et en particulier les femmes, hein, puisque je raconte dans mon livre que ma grand-mère maternelle, non, mon arrière-grand-mère maternelle, elle lavait le linge pour l'aristocratie, hein, donc c'était un travail très très dur, qu'elle avait beaucoup d'enfants, et donc cette perspective pour maman, par exemple pour ma mère, hein, pour la génération de ma mère, de pouvoir étudier et donc d'accéder à des métiers autres et à une vie autre que celle de leur mère et de leur grand-mère, c'était quelque chose une perspective extraordinaire. D'ailleurs, il y a un passage dans le livre où Prudencia lit le journal, oui, et où il y a donc ce matriarcat, toutes ces femmes autour d'elle, oui, qui lui demandent est-ce que Garcia Lorca est de retour. Voilà, donc c'est très émouvant ce passage, parce qu'effectivement Prudencia sait lire, et oui, pour elle ça sera l'accès, comme vous le dites, à une vie meilleure, à la liberté, et à un avenir plus souriant. Et donc cette génération finalement a été une génération sacrifiée, puisque la réponse à cet espoir de vie meilleure, eh bien, elle a été complètement brisée et piétinée en fait par le soulèvement des militaires et par la guerre. Bien sûr. D'autre part, il y a un titre qui est très fort, Un tango pour la vie, oui, qui est une chanson de Carlos Gardel, et vous avez souhaité que ce titre émaille le livre, oui, et il revient à plusieurs moments. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous appelez votre père El Muchacho, oui, et votre mère La Muchacha, oui, et vous m'avez dit que ça permettait pour moi une distanciation. Oui. Donc, quelle a été pour vous l'importance de cette distanciation? Vous ne pouviez pas écrire « je ». Non, je ne pouvais pas écrire « je » parce que bon, c'est vrai que j'ai fait tout un travail de documentation. Je suis partie des documents aussi que je possédais de mes parents, mais et je parlais de ma vie aussi quelque part. Je parlais de cet héritage, et donc c'était difficile de dire « je ». Et j'ai voulu mettre une distance. Donc la distance, elle a été mise par l'emploi de la troisième personne, hein, puisque je crée un personnage qui est mon double. Et comment dire, j'évite le jeu aussi pour le pathos, parce que j'avais pas envie de dire oh, mais les pauvres, c'est terrible ce qu'ils ont vécu. Non, parce que ça n'était pas eux. Donc je voulais que ça soit quelque chose de joyeux. Et vous y avez réussi, parce que le livre n'a pas du tout de pathos, il donne une leçon d'espoir, de courage. Et ce qui est très beau aussi, c'est que votre maman a été veuve jeune, avec oui, 2 enfants, oui, et que votre père va faire la conquête de oui, cette femme. Oui. Et on sent combien pour lui ça a été vraiment important, cette rencontre. Pouvez-vous nous dire les circonstances de leur rencontre? Elles sont dramatiques en fait, oui, hein, parce que mon père était le compagnon du premier mari de ma mère, qui était français et qui a été tué pendant les combats de Tulle. Et donc mon père a été désigné pour amener les quelques effets, les quelques objets de ce monsieur, et il a rencontré ma mère. Et bon, moi je pense que c'est là qu'il a eu le coup de foudre, quoi, hein. Mais ma mère n'était certainement pas prête, elle, puisqu'elle était dans le deuil, deuil très très récent. Mais voilà, mais je pense quand même qu'ils ont dû se retrouver dans le fait que mon père lui a parlé en espagnol, ils avaient les mêmes origines, ils avaient la même histoire, et surtout ils étaient nés dans la même ville, ils étaient de Madrid tous les deux, donc ils avaient aussi cette histoire en commun. Vous le dites très joliment, ils ont été enveloppés dans le drapeau de la langue, voilà, et en fait cette rencontre, oui, c'était la rencontre de 2 histoires communes, de racines communes. Oui, oui. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est aussi l'épisode où votre père
entend agoniser son camarade, un camarade polonais, et où il ne peut rien faire. Et vous dites, il enfonçait ses coudes dans la terre et il célébrait ainsi les noces avec la terre corésienne. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau parce qu'on sent à la fois la douleur de sentir un camarade de guerre qui est en train de mourir et on ne peut rien faire. Donc il y a des moments, c'est sûr, il n'y a pas de pathos, mais il y a quand même beaucoup d'émotions, Paloma, dans ce livre. Je vous remercie. Et je voudrais aussi également que vous nous parliez, on va revenir à Manuel Riva et à la très jolie préface. J'aimerais donc lire un petit passage à la fin. Et est-ce que pour Manuel Riva, ça vous a permis aussi de consolider peut-être cette amitié, puisque vous m'avez avoué le connaître et avoir déjà travaillé avec lui. Donc dorénavant, ce livre est une pierre de plus sur le chemin? Oui, parce que j'ai un petit secret. Et donc, effectivement, c'est vraiment une pierre de touche sur notre amitié à tous les deux. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça a été une rencontre extraordinaire que j'ai faite. J'ai beaucoup de chance. Et parce que c'est quelqu'un de très, très humble, très à la portée des autres, à l'écoute des autres. Et c'est quelqu'un qui, dans son pays, est très près de toutes les associations de mémoire historique. Donc, je pense que mon livre l'a touché aussi parce que c'était l'aspect, parce qu'en Espagne, il y a l'exil intérieur, c'est-à-dire les gens qui ont vécu la dictature, donc on les appelle les exilés intérieurs. Et puis, il y a l'exil extérieur. Et bon, cette partie d'Espagne qui retrouve voilà, quand on se rencontre. Et je crois qu'il y a 140 000 personnes, c'est vous qui le disiez encore, que l'on recherche, et 30 000 enfants qui ont été arrachés à leur mère. Un peu, nous disions, comme en Argentine, les mères de la place de Mai, qui cherchent toujours les enfants disparus. Donc il y a encore beaucoup de souffrance, et c'est une blessure encore pour certaines familles espagnoles qui ne savent pas ce que sont devenus leurs enfants. Oui, donc tout à fait. C'est un livre qui s'ancre dans une histoire certainement difficile, mais je dirais que c'est aussi une forme de résilience parce qu'il y a l'espoir et il y a surtout une leçon de vie, de courage pour les générations à venir. Si vous le permettez, je peux lire donc un extrait de la préface qui est très très joli. Le livre de Paloma León est un coffret. Elle est un coffret. Là se trouve la lettre où est née la peine, la médaille des pleurs. Le souvenir est douleur encore et toujours, mais on y trouve aussi la lettre qui vient guérir les souvenirs, la poésie qui protège les siens, les mots aux pieds tuméfiés, estropiés avec des ampoules, vont continuer à lutter. Ils vont danser, jeunes hommes, jeunes filles, compagnons de la vie. Manuel Rivas, 4 février 2014. C'est très très beau, et quand il dit les pieds estropiés, on pense évidemment aux pieds de ceux qui ont traversé les Pyrénées, qui ont marché pour atteindre la France, le pays qui les accueillait. Et je crois que ça sera une forme de très jolie conclusion pour laisser les lecteurs découvrir ce roman, paru aux éditions des Monédières, et pour tous ceux qui ont connu la retirada, pour toutes les familles espagnoles de Brive, puisqu'à Brive il y a quand même beaucoup de familles. C'est Bergouniou qui le dit d'ailleurs, qui est un quartier qui était entièrement habité par les Espagnols. Donc je conseille à tous nos auditeurs de découvrir le livre de Paloma León aux éditions des Monédières, qui est un hommage à tous les gens qui ont vécu cet exil. Merci Paloma. Merci Pascal.